Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un incroyable week-end. On l'avait dit lors du live de 12h30 que je vous remets directement en haut à droite si vous l'avez loupé, J-4 avant Golden Cross. Et bah c'est fait, on a bien eu notre Golden Cross, dès lors, si beaucoup le voient, beaucoup vont très probablement le jouer, et c'est plutôt haussier ici les Golden Cross, c'est le cross entre la EMA 200 périodes en journalière qui cross par une EMA 50 périodes en journalière, c'est plutôt haussier. On croise les doigts bien évidemment. On avait parlé il y a quelques semaines, peut-être quelques mois en arrière, c'était en juillet-août 2024, d'une Death Cross Bottom, et c'est exactement en fait ce qui s'est passé, puisque vous voyez ici on a eu la Death Cross et la Death Cross Bottom par rapport à ce tout petit point jaune ici, et on avait effectivement fait un nouveau point bas par rapport à une structure en W qui nous a donné un repositionnement au niveau de la dynamique de prix et une reprise considérée comme haussière vis-à-vis des boules qui ont repris ce momentum. On ne va pas forcément en parler, maintenant qu'on le voit, on le constate. L'objectif, c'est bien évidemment de le jouer et de le jouer très fort parce que ce bull run semble pointer de plus en plus le bout de son nez. On va parler des 5 principaux événements qui se sont passés dans l'année 2024 et on va parler des 5 principaux événements qui vont se passer d'ici fin 2024 et 2025 qui devraient accompagner ce bull run et on veut des bonnes nouvelles. Et on a peut-être loupé quelque chose parce que cette semaine c'est quelque chose de très important qui va se passer. C'est un combo gagnant par rapport aux informations du côté de Wall Street, PIB, PCE, chômage, la même semaine. C'est assez rare, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Pour les débutants, vous avez également le lexique des rois, vous avez également toutes les patterns et se trouvent au même endroit. J'ai pas mal de demandes dans ce sens-là, donc ça me fait plaisir. Donc je vous le redonne ici directement en vidéo. C'est documentation Académie des rois, documentation ici, indicateurs et outils. Et vous avez toutes les informations que Géo nous a organisé. Voilà, donc vous allez ici, documentation, outils, indicateurs, vous avez l'intégralité de la Dropbox, si vous voulez, de la communauté des rois, qui sont utilisés et souvent qu'on aborde dans les vidéos des rois du Bitcoin. Je voulais vous parler de graphique, mais bon, rien n'a évolué, j'ai envie de vous dire, du côté de Bitcoin. Je vais juste vous lister ces 5 principaux événements et ces 5 principaux événements à venir et passer, et je vais vous mettre en mode initiative des rois, puisque j'ai fait des rushs au niveau de l'académie, au niveau de l'initiative des rois, parce qu'en fait, comme je parle beaucoup et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à regarder, sauf quand c'est utile, je vais vous passer en mode initiative des rois et je vais vous expliquer et vous lister tous ces événements principaux qui nous ont été proposés tout au long de l'année 2024. En premier lieu, l'approbation des ETF au comptant Bitcoin, c'était en janvier 2024. C'est une boîte de Pandore qui s'est ouverte clairement pour inviter les institutionnels à investir massivement et spéculer sur un directionnel du côté de Bitcoin. Le deuxième grand événement, on n'en parle déjà plus, mais à quel point il est important, c'est le halving, la réduction de moitié qui s'est passée en avril 2024 par rapport à la récompense des mineurs Bitcoin. On a eu un peu plus tard le lancement des ETF au comptant Ethereum, cette fois-ci c'était en juillet 2024. Bon, je vais vous l'accorder, c'est pas la Bérésina, il n'y a pas eu énormément beaucoup d'engouement et c'est clairement ce qui se reflète actuellement dans nos portefeuilles cryptoactifs si on est surexposé du côté des altcoins plutôt que Bitcoin, mais la dominance nous avait été donnée il y a plusieurs mois, voire années de cela, et on essaye en fait de jouer la surperformance, non pas sur un minimum de temps donné, mais sur un cycle entier. Celui-ci, d'après la communauté des rois, d'après ma propre perspective et représentation, devrait se finir en octobre 2025, ça, ce serait potentiellement la fin du cycle si on suit la temporalité. Vous en avez un quatrième, c'est la réglementation MiCA. En fait, beaucoup le pensent comme une forme de digression vis-à-vis de l'adoption de Bitcoin. En réalité, il faut le prendre tout au contraire. On a beaucoup milité, notamment lors des lives, vis-à-vis de la réglementation et du cadre juridique, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique ou même en Asie, pourquoi pas, ou en Inde, par rapport à une pression qui pourrait être peut-être mal vue par rapport à des bitcoiners, notamment maximalistes. Mais il faut comprendre que si on veut une adoption, les gens ont besoin d'avoir confiance et ils ont confiance principalement dans leur gouvernement. C'est comme ça. Alors oui, on est peut-être des anarchistes de la technologie si vous voulez, mais aujourd'hui, si vous voulez vendre vos bitcoins et vos crypto-monnaies beaucoup plus chères, il va falloir créer un cadre de confiance. Un cadre de confiance, et ça passe notamment par MiCA qui ouvre la porte, non pas pour
engraisser des retails en forte recherche de sensations fortes, mais plutôt des institutionnels qui sont en fait, elles, qui savent parfaitement manier de leur baguette magique par rapport à des lobbyistes parfaitement formés et informés pour pouvoir en fait tirer leur avantage de ces différentes réglementations. Et d'ailleurs, je vous inviterai à le faire. Essayez de vous mettre dans la peau d'un institutionnel. Et vous allez regarder si c'est réellement contraignant MiCA pour elle. Non pas en termes de détentrice de Bitcoin directement, mais en termes de garde vis-à-vis de Bitcoin. Et on l'a vu, le premier agrément, notamment en France, du côté de l'AMF, n'a pas été donné ou en tout cas pour un échangeur, entre guillemets, français ou francophone. On parle souvent de Maillard, par exemple, ou d'autres. Non, ça a été donné à Société Générale. Donc comprenez-le comme ça. Ils sont en ligne de mire et ils savent exactement ce qui leur attend et ils sont déjà prêts pour ça. Le 5e principal événement qui s'est passé en 2024, on le sait, ça a été validé, ça y est, c'est clôturé, c'est le dossier côté MTGOX. Alors oui, ça fait beaucoup parler et ça a même été repoussé, non pas en octobre 2024, mais ici en octobre 2025 ou septembre 2025. Et je pense que d'ici là, on repoussera peut-être encore une forme d'échéance pour septembre 2026 et pourquoi pas octobre-septembre 2027. Mais en tout cas, partez du principe que ça a déjà été consommé et pricé par le marché. Ça, c'était les 5 principaux événements qui se sont passés lors de l'année 2024. Et c'est que boule en réalité. Et on le voit dans l'action de prix. Les 5 prochains événements à venir, je les liste comme suit. C'est une réglementation, non pas MiCA, ou un renforcement de la réglementation MiCA, mais une ouverture considérable par rapport à une réglementation dite mondiale. Et je parle ici des États-Unis d'Amérique. Et on attendra probablement, après les élections du 5 novembre prochain, vis-à-vis d'une réglementation plus, comment on peut dire ça, le terme exact très plus apprécié par les institutionnels, puisque aujourd'hui on ne l'a que à travers des outils et des cadres d'investissement, notamment sur des ETF, mais en fait il y a encore un vide juridique du côté des États-Unis pour savoir est-ce que ce sont des securities, pas des securities, donc on avance pas à pas par rapport à des décisions juridiques. XRP en attend encore une dans les prochaines semaines, c'est imminent encore une fois, mais il n'y a pas réellement de cadre juridique clair, puisque beaucoup de cadres juridiques, notamment aux États-Unis, se font par jurisprudence, donc décision dite de justice, et il faudra tout simplement prendre du temps, mais ça s'accélère, et c'est plutôt bon signe, puisqu'il y a beaucoup de procès qui devraient avoir leur terme d'ici la fin de l'année 2024. Et ça servira donc ici de jurisprudence. Il y a un événement que j'attends particulièrement, parce que moi je regarde beaucoup l'Asie et le Moyen-Orient, et notamment en Asie, aujourd'hui qui représente à peu près 1,5 milliard d'individus qui sont en fait exclus de Bitcoin. En fait c'est une interdiction directement dans leur pays, et pour 90% de ces individus, ça concerne les Chinois. Et vous savez que vous avez la conférence Asia Bitcoin à Hong Kong, ce sera en mai 2025. Et ça pourrait peut-être nous donner une forme d'accélération, ou quelque chose qu'on pourrait pricer avant un événement d'ici mai 2025 pour que la Chine, peut-être, décide de lever un petit peu le pied par rapport à ces différentes interdictions. 3e principal événement, c'est Bitcoin, option ETF. Donc j'ai eu M. Lucas, effectivement, probablement que ce sera fait d'ici la fin d'année 2024, peut-être tout début d'année 2025. Il faut voir en cela une augmentation considérable des volumes institutionnels, car ici on parle d'ajout de liquidité par rapport à des effets de levier. Et en fait, la liquidité va être démultipliée vis-à-vis de ces différents effets de levier qui servent principalement les institutionnels, bien évidemment, à se hedger, donc à se couvrir. Et on le voit très bien, on le regardera d'ailleurs juste après. 4e, c'est une adoption extrêmement massive et croissante de ces technologies blockchain à travers des outils d'intelligence artificielle. En réalité, si vous voyez d'un mauvais œil l'intelligence artificielle VS blockchain, moi je vois blockchain avec intelligence artificielle. Et c'est plutôt positif, et d'ailleurs vous voyez beaucoup de ce narratif blockchain IA qui surperforme actuellement comme Tao par exemple, ou comme d'autres cryptos FedChain ou Singularity X à l'époque, ou c'est encore à l'époque qui se sont réunis avec FedChain. Plutôt prometteur, et je pense que c'est loin d'avoir terminé bien évidemment. On sait donc ici qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'individus qui n'ont pas accès à Bitcoin, notamment en Chine. Et ça, je pense que ça va être le game changer par rapport à une explosion massive pour terminer le bull run. Et c'est peut-être prévu d'ici mai 2025. Voici les 10, donc les 5 premiers principaux événements qui sont passés, les 5 principaux à venir. Et c'est donc cela que nous devons jouer, tout simplement. Alors, on le joue quand ? On le joue, il y a probablement sur le premier arrêt où on le jouait déjà il y a plusieurs, j'ai presque envie de dire, années. Mais ça veut bien évidemment dire ici que probablement que le bull run n'est clairement pas terminé. Je pense qu'il a déjà bien sûr commencé.
et je renforce mon billet par rapport aux éléments que j'ai sous les yeux vis-à-vis de Bitcoin et des crypto-monnaies. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que la fête ne se passe malheureusement pas du côté de Bitcoin et de nos crypto-actifs préférés. Il se passe où actuellement? Il se passe du côté des GAFAM. Et on avait créé en fait cet indice des GAFAM. Donc, il faut comprendre ça comme suit. Vous pouvez être baissier, on est toujours dans un range, on n'a pas eu les totales confirmations puisqu'il faudrait en fait avoir une accélération et pourquoi pas accepter sur une bougie en mensuel au-dessus des 75 000 $. J'arrondis pour que tout le monde l'ait. Mais ceux qui ont peur d'un retournement de marché brutal, à ce moment-là, il faut regarder du côté du Nasdaq et même mieux, pourquoi pas, du côté de notre indice GAFAM. Ici, avec Apple, Amazon, Tesla, Meta, Google et Nvidia. Nvidia qui sort sa semaine avec une magnifique information puisqu'elle est enfin devenue, ou depuis quelques jours maintenant, la première capitalisation boursière mondiale. Ici, Nvidia. Ok, plus de 3500 milliards de dollars de capitalisation. J'ai une petite pensée, d'ailleurs, pour Cathie Wood de ARK Invest, qui a vendu une énorme partie de son bag, si ce n'est pas la quasi-totalité, par rapport à une perception qu'elle avait vis-à-vis que Nvidia est trop capitalisée par rapport aux éléments que nous avons actuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Nvidia a un PER, capitalisation boursière divisée par bénéfice annualisé, de 70. Donc on peut partir du principe que Nvidia aujourd'hui est cher, 70. Si vous avez une moyenne, entre guillemets, acceptée des insiders et de Wall Street, c'est 25-30 à peu près aux États-Unis, et c'est entre 10 et 15 en Europe notamment, mais partez du principe que 70, c'est cher, et aujourd'hui c'est une entreprise qui est chère. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que oui ou pas Nvidia est capable de continuer à soutenir sa croissance et augmenter ses bénéfices futurs pour pouvoir rééquilibrer ce PER. Je prends un exemple très concret, si à même valeur capitalistique, Nvidia double ses bénéfices annuels. Partez du principe que son PER passera de 70 à 35. Comprenez-le comme ça. Donc c'est exactement ce que aujourd'hui les spéculateurs jouent. Et il faut savoir que Cathie Wood avait vendu très exactement en octobre 2023, il y a un an quasiment, jour pour jour. Donc elle avait même vendu avant, soit dit en passant, parce qu'elles ont 3 mois, enfin ces gens-là ont 3 mois, enfin les fonds d'investissement ont 3 mois pour en fait divulguer leurs ordres. Donc entre les 3 derniers mois, donc octobre, novembre, donc juillet, août, septembre, octobre à peu près, donc août, septembre, octobre, pour dire j'ai vendu. Donc elle a vendu là-dedans, Cathie Wood, je vous le dis en toute franchise, perdu. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait cette perspection de cher par rapport aux éléments que nous avons à un instant T, qui est là sur Nvidia directement retranscrit par rapport à sa capacité à générer du bénéfice, vis-à-vis d'une latéralisation qui a duré près de 8 mois. Et c'est difficile psychologiquement en fait d'attendre aussi longtemps et de se dire on va très probablement se faire rect. Et en fait, ça s'est déjà passé sur Bitcoin. On a fait exactement les mêmes choses ici là par rapport à une prise de liquidité que Bitcoin avait fait très exactement là sur une prise de liquidité et ça fait 8 mois que ça range. Le truc c'est que si on doit suivre Bitcoin tel une valeur technologique et on voit qu'il y a le feu du côté des valeurs technologiques, s'il prend 200%, il ne faudra juste pas s'étonner. Alors bien sûr, il y aura d'autres éléments qui vont venir et je viens de vous les présenter en début de cette vidéo. Et l'Asie, je pense, est un déterminant et un game changer. Donc il va falloir le suivre avec une grande attention. Et beaucoup de nouvelles comme les options Bitcoin qui devront être également un catalyseur haussier par rapport à une anticipation de ce que pourrait ramener en termes de liquidité et de volume ce type d'outils financiers et spéculatifs dérivatifs, soit dit en passant. Donc voilà dans quelle situation on se retrouve. Et si vous vendez ici, si vous vous hedgez ici, si vous vous couvrez ici, vous n'êtes tout simplement pas différent d'une des plus brillantes investisseuses de la planète qui s'appelle Cathie Wood. C'est une personne, elle est milliardaire. Donc il ne faut pas avoir honte, entre guillemets, aujourd'hui de se couvrir ou de vendre parce qu'on a réussi à bien jouer le flux, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut savoir à ce qu'on s'attend vis-à-vis de la cyclicité. Et je m'attends à beaucoup plus, donc ce n'est pas ici que je me déchargerai de 90% de mes bagues. Il faut le comprendre comme suit. Maintenant, si on prend par rapport à nos cryptoactifs préférés, il n'y a pas de secret. Le dominance reste du côté de Bitcoin, avec des plus hauts, toujours plus hauts et toujours plus hauts. La fête se passe sur Bitcoin. Les institutionnels, ils n'ont pas mis des ETF Solana ou des ETF Dogecoin aujourd'hui. Toujours pas, en tout cas. C'est peut-être que ça arrivera dans les prochains mois. Et on s'attendait à quelque chose d'important. Non pas ce qu'on le croit, mais ce que l'on voit par rapport à cette attractivité vis-à-vis d'Ethereum. Mais tout le monde s'en fout d'Ethereum. Donc si vous vouliez avoir un game changer par rapport à un halve season prématuré, puisqu'on sait que les halve season, si on suit parfaitement la cyclicité, elle commence plutôt en fin d'année du post-halving, voire début d'année d'après. Donc ici, ça correspondrait à peu près à décembre 2024, janvier, allez, février au plus tard 2025. Et c'est là où on fera les arbitrages.
si ça ne venait malheureusement pas à se passer. Et on aurait probablement perdu beaucoup d'argent puisque Bitcoin, s'il continue sa magnifique lancée et vient à faire ses breakouts, bah effectivement, on aura sous-performé et c'est un risque qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, je prends ce risque-là personnellement. Mais il faut comprendre en fonction de ce que l'on voit, et ça renforce quand même un billet très important, c'est que les institutionnels se fichent royalement de la technologie. C'est ça la réalité. Puisque si vous prenez Bitcoin en termes de réserve de dollars, tel un hedging pour contrer une forme d'inflation incontrôlée ou une impression monétaire incontrôlée, bah, en fait, si vous misez sur Ethereum, vous misez donc sur l'avenir de la technologie. Et actuellement, au sein des institutionnels, fort à parier qu'actuellement, ils ne suivent pas en fait ce narratif d'approbation et d'acceptation, voire d'adoption de la technologie, puisque Ethereum sous-performe. Ni plus ni moins. Alors qu'il a tous les voyants verts jusqu'à preuve du contraire. Une TVL qui dépasse et qui dégorge l'entendement, avec un rendement ultra safe et avec des mises à jour qui devraient venir, même si on voit que c'est pas si labyrinthique, parce que une concurrence est quand même assez folle. Mais il faut comprendre ici que si vous êtes institutionnel et que vous voulez rentrer dans un programme ici bien orienté et bien réglementé qui s'appelle un ETF, parce que vous voulez investir sur la technologie, il n'y a que Ethereum aujourd'hui qui vous propose de le faire. Et il semblerait que ce n'est pas vraiment ce que les institutionnels, en tout cas à cet instant, sont en train de rechercher. Dès lors, beaucoup se sont trompés, et moi le premier, puisque à l'acceptation des ETF au comptant Bitcoin, j'avais préconisé de jouer Ethereum. Perdu, Hermès. Perdu. Peut-être raison, encore une fois, trop tôt. C'est pour cela qu'il faut mettre des invalidations dites temporelles, les miennes. Je vous les redonne. Ce sera au plus tard, février 2025. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, j'ai oublié ça, il fallait absolument que je vous le dise, par rapport à l'impact des ETF au comptant Bitcoin, parce qu'on a souvent la tendance à se biaiser, parce qu'on voit beaucoup de chiffres comme 23 milliards de dollars d'absorption vis-à-vis de Bitcoin, etc. En fait, c'est pas ce chiffre-là, c'est pas vrai. En réalité, il y a à peu près 70-80% des flux vis-à-vis de Bitcoin qui ont été vampirisés du côté de Grayscale. Donc vous voyez, en fait, si vous reprenez par rapport au 10 janvier 2024, on était à peu près à 660 000, 670 000 bitcoins qui étaient actuellement dans Grayscale. Et c'est passé entre janvier 2024 à aujourd'hui octobre 2024 à près d'1 million. Alors certains diront qu'on n'a pas encore dépassé le million de bitcoins qui sont détenus au sein de ces ETF et de ces produits financiers réglementés. D'autres diront, c'est fait, notamment du côté de On-Chain Holding, je ne sais plus c'est quoi le site, c'est Dune, voilà. Apparemment, il y a plus d'1 million de bitcoins aujourd'hui qui sont dedans. C'est très positif parce que ça fait des prix ronds et les médias peuvent en parler, donc c'est génial. Mais vous comprenez bien qu'on n'est pas parti de 0 vers 1 million. En fait, on est parti de plus près de 700 000 vers 1 million. Donc 70% étaient déjà en fait encapsulés, ou en tout cas pricés et digérés par le marché. Donc il fallait d'abord, entre guillemets, attendre que peut-être Grayscale finisse par ne plus du tout avoir de Bitcoin, même s'il semblerait qu'avoir une forme de latéralisation. Mais ce que je veux vous parler par rapport à ça, c'est que l'accélération par rapport à de nouveaux investisseurs, ils ne sont pas encore arrivés. Voilà, ça je pense que c'est très très important. Parce qu'en fait, la très grande partie, je dis bien la plus grande partie des investisseurs et holders qui étaient actuellement chez Grayscale en tant que fonds institutionnels, parce que beaucoup étaient des entreprises ou des fonds institutionnels, placements monnaie, des family office, en fait, tout simplement changer leur fusil d'épaule, enfin en tout cas changer de crèmerie. Pas fusil d'épaule, c'est peut-être mal dit, mais plutôt changer de crèmerie. Voilà, je pense que c'est important de bien le comprendre, et c'est pour ça qu'on a, dans ma perception, plutôt en fait une accélération à attendre plutôt qu'une décélération vis-à-vis de ces ETF par rapport à la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis du temps sur des niveaux clés, notamment de Bitcoin. Et je pense qu'on attend ce fameux breakout qui devrait peut-être pas tarder à arriver. Du côté aussi de Bitcoin, si on fait un tout petit peu d'Ishimoku Kinkuyo, je voudrais le revoir avec vous. Tout est boule. On l'a eu il y a 2 semaines, on a vu ce fameux, rappelez-vous, ce J-10, J-5, et on a eu une jolie bougie. On est en train de rattraper d'ailleurs la bougie précédente, on vient chercher une petite chasse à la liquidité encore là, on clôture parfaitement au-dessus. Shiku qui est en dehors du prix, au-dessus de Tenkan Kijun, Tenkan qui est réparti au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage. Bon, ma foi, c'est boule en fait. Il n'y a pas trop de secrets à avoir, ça reste boule, pour moi, sur des grandes time frames mensuelles. Il n'y a pas de problème, c'est bien dirigé, c'est bien orienté. On peut pas, en fait, en toute franchise, on ne peut pas être bear là-dessus, c'est pas possible d'être bear là-dessus. On peut être bear sur Ethereum, ça, il n'y a pas de problème. Là, moi, je suis d'accord avec vous. On a du mal à passer King June vis-à-vis de la Shiku, on est actuellement dans le nuage, on tente de breaker out le nuage ici en mensuel, et on est en dessous de Tetcan. En weekly, et c'est pas top, on est nuage rouge, ici en dessous, on est sur une moyenne mobile, alors c'est plutôt des
des bons plaies psychologiques pour pouvoir investir vis-à-vis de cette agglomération au niveau des moyennes mobiles qui sont actuellement ascendantes, 20 périodes, 50 périodes et 20 périodes trimestrielles, c'est pas très boule. Shikun passe sous les prix, sous King Jun. Bon, ouais, on n'est pas très très bullish sur Ethereum, mais probablement que la fête, elle se passe pas sur Ethereum. Donc qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Des arrachements haussiers. Voilà ce qu'il faut. Il faut des arrachements haussiers. Et je pense qu'il faudra donc vivre ces magnifiques arrachements haussiers, en sachant que c'était juillet 2024 lorsqu'il y a eu les approbations au comptant vis-à-vis de d'ETF, et la news a plutôt été vendue. Ok, donc ici, pas de combat en réalité. Buy the rumor, c'est the news, buy the rumor. C'est the news, depuis le 10 janvier, on buy la rumor, c'est the news. Mais il nous faut des vrais arrachements haussiers, il faut qu'on se retrouve au minimum à 3200, l'accepter pour jouer des accélérations. Et c'est en fait dans plusieurs semaines. Invalidation, on les note tous dans l'agenda, janvier, février 2025, comme ça, on sera bon. J'aimerais faire un tout petit tour. Il y avait plein de choses à dire, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au combo gagnant. Mercredi, vous avez le PCE Core, vous avez aussi la croissance du trimestre ici, je ne sais plus où est-ce que c'est, ce sera jeudi, me semble-t-il. Au niveau de la croissance, je ne sais pas, j'ai un doute, c'est quand la croissance? Il est où le PIB? Ah, il est aussi mercredi, formé en PIB du T3. Et vous avez également le taux de chômage, vendredi. Bon, c'est le combo, c'est exactement les 3 indicateurs qui sera le plus regardé par la Fed. Et après, la semaine d'après, élection américaine. Et puis, vous avez la décision de politique monétaire. Donc, ils auront tous les éléments. Actuellement, peut-être un tout petit peu en deçà par rapport au PIB, qui est estimé aux alentours des 3% actuellement. Et si on regarde du côté de la Fed d'Atlanta, on est plutôt à 3,3. Et comme c'est cette semaine, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise, 3,3 vis-à-vis des dernières estimations du 25 octobre, pardon. Donc ne soyez pas étonnés si on voit un truc un peu plus que 3%. Généralement, on est vraiment dans un mouchoir de poche, mais la Fed d'Atlanta est plutôt bonne sur les derniers jours, entre guillemets, vis-à-vis des apparitions. Donc ce sera après-demain. J'aimerais vous parler de ça, vis-à-vis que beaucoup attendent les élections américaines. Je pense au fond, franchement que c'est plié. À mon avis, c'est Donald Trump qui va gagner. Puisque si je vous reprenais exactement les mêmes médias, donc vous pouvez en choisir 3-4 si vous voulez par rapport à la précédente élection de 2020, vous voyez en fait que notamment sur Le Point, alors c'est pas Le Point puisque c'est une source de realclearpolitics.com qui donnait en fait déjà gagnant à quelques jours des élections, voire quelques semaines des élections, donc octobre ici 2022, 42-50 à peu près vis-à-vis de Joe Biden. Bon, effectivement, il a gagné. Si vous regardez exactement la même chose maintenant par rapport à Kamala Harris, on est plutôt touchy vis-à-vis... Donc c'était le 14 octobre, donc on n'a même pas encore eu on n'avait pas encore eu l'envolée, la décorrélation, si vous voulez, vis-à-vis de Trump-Harris. Bon, il semblerait que Donald Trump soit plutôt bien positionné. Et moi, je regarde un truc avec la plus grande vigilance, c'est ça. Et vigilance et grand intérêt, c'est Polymarket, clairement, à 66,7, 33,5. Est-ce que c'est un coup de Trafalgar par coup de Trafalgar? En fait, je le prendrai, vous prenez tous les sondages que vous voulez, vous allez sur Fox, CBC, CNN, tout ce que vous voulez. Généralement, CNN, c'est plutôt du côté démocrate, et vous prenez Fox, c'est plutôt du côté républicain, comme vous le savez. Vous allez voir en fait des sondages qui veulent tout et rien dire. Donc je pense que le truc à prendre en considération uniquement, c'est la croyance et comment jouent les gens sur ce type d'événement. Et actuellement, c'est quasiment du 70% pour Trump actuellement. Et c'est rare en fait qu'ils se trompent, ces gens-là, puisqu'en fait on est ici dans une forme de sondage à taille réelle. Non pas des gens qui le disent sur un bout de papier, sur un coup de téléphone ou sur une estimation dans une rue, etc. Par rapport à des trucs un peu nébuleux, parce qu'en fait on voit bien que les sondages, c'est quelques centaines et parfois peut-être quelques dizaines de personnes qui sont triées sur le volet dans certains États. Vous avez compris un peu l'idée. Là, c'est tout le monde confondu, c'est tout le monde peut s'inviter à la partie, et il y a de très très gros volumes qui sont en train de s'exercer. Là, en fait, la quasi-totalité des volumes qui sont actuellement sur Polymarket, c'est sur l'élection présidentielle Trump-Harris. Et c'est peut-être pas un hasard qu'on voit actuellement Trump. Donc partez du principe, jusqu'à preuve du contraire, sauf cas exceptionnel, c'est plutôt Trump qui devrait gagner cette élection, donc prenez-le en considération. Donc ne pensez pas qu'en fonction des résultats, ce sera plus ou moins haussier, plus ou moins baissier. Je pense d'ailleurs qu'on devrait avoir un breakout avant l'élection américaine, personnellement. Puisqu'on ne peut pas nous donner la possibilité de rentrer par rapport à quelque chose qui pourrait être considéré comme extrêmement haussier. Généralement, le marché le fait toujours avant, puisque c'est son job, bon sang, de devoir le pricer. Et il ne le price pas le jour J, il le price toujours après. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Dernière chose par rapport aux estimations de bénéfices, ici notamment du S&P 500, ça continue à grinder, 255,5.
Ça continue à augmenter. Dès lors, j'avais une petite recherche au week-end, notamment sur quelques entreprises vis-à-vis de Wall Street, et il semblerait que les insiders et les analystes soient plutôt très haussiers par rapport à ces situations des bénéfices, donc c'est juste formidable de l'observer. On pourrait finir sur de l'order flow, pour moi ça n'a pas grand intérêt, ça continue à augmenter, c'est juste formidable, et le jour où on va le breaker, ça va être encore plus incroyable. Et du côté de nos crypto-actifs préférés, je vous le montre juste ici. Voilà, comme ça on l'a. Ça se dégrade. C'est quand même assez incroyable de l'observer. On est en train de dégrader les fundings, notamment de nos crypto-actifs préférés, donc j'ai exclu ici Bitcoin et Ethereum, et on est même sur du funding négatif sur pas mal de nos crypto-actifs préférés. Dès lors, comprenez-le comme suit. On est en train de capituler sur nos cryptos pour se diriger dans Bitcoin. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'était passé il y a encore quelques années en arrière, quasiment 4 ans jour pour jour. C'était en octobre-novembre 2020, et vous aviez eu exactement ce même phénomène vis-à-vis de la dominance de Bitcoin. Pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas arbitrer dès maintenant, je dis juste que c'est peut-être un tout petit peu tôt pour prendre des décisions dites rationnelles par rapport, non pas à ce que l'on croit, mais plutôt par rapport à ce que l'on voit. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Ici, vous voyez, par rapport à une augmentation très violente vis-à-vis de la dominance. C'était là, hein. Voilà, vous étiez en octobre, novembre, décembre, gros crash. Là, vous aviez eu beaucoup en fait d'arrachements haussiers. On peut parler ici d'Ethereum, par exemple, qui avait arraché haussier, ou reprenez-le sur vos graphiques en novembre 2020. Et beaucoup de nos cryptoactifs préférés, comme Solana, qui commençait à pousser, ou d'autres comme Dogecoin, qui commençaient également à pousser, avec une explosion vis-à-vis de la dominance de Bitcoin, qui fait des arrachements haussiers, qui reprend la surdominance avant de s'effondrer. Et vous voyez qu'il commence à s'effondrer avec des réelles confirmations, plutôt ici en janvier 2021. Dès lors, on avait tout. On avait le nouveau président américain, Joe Biden, on avait eu l'halving, on avait eu la saisonnalité, on avait tout en réalité à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est que pour 2025, on attend encore des choses. Il faudra tout simplement le pricer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin.